Donc, chaque mois, on vous propose de découvrir la trajectoire d'un dirigeant qui s'est interrogé sur son modèle économique face à la concurrence sur les prix, la question du sens, et pour prendre en compte davantage tous les enjeux sociaux et environnementaux de notre temps. Donc aujourd'hui, on va pouvoir écouter et s'inspirer de l'histoire d'Olivier Boulanger, qui est notre invité aujourd'hui. Je vous dirai un mot sur lui tout à l'heure. Et nous serons ensemble jusqu'à 10 heures en co-animation avec Sébastien Graal, chargé de mission. Voilà, il lève la main. Chargé de mission économie de la fonctionnalité et de la coopération à l'ADI Nouvelle-Aquitaine. Et ce webinaire est proposé donc chaque premier vendredi du mois, comme je l'ai dit, par Necwe en partenariat avec d'autres clubs EFC de France. Et je vais me présenter aussi. Donc moi, je suis Stéphanie Sparfel et je suis animatrice du club EFC Grand Est. Voilà, donc sans plus attendre, je vous présente Olivier Boulanger. Olivier. Voilà. Voilà. Merci Stéphanie et merci Sébastien de me donner l'occasion de faire un retour d'expérience sur cet élément différenciant qu'on essaie de mettre en place et qu'on essaie aussi surtout de faire partager à toutes les parties prenantes de notre écosystème. Merci Olivier. Merci à toi de nous partager la richesse de ton parcours. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous fais une petite présentation du parcours professionnel d'Olivier, une petite biographie. Donc, Olivier est cofondateur d'Aresa. C'est une société de courtage en assurance spécialisée dans les risques d'entreprise. Donc aujourd'hui, il a 53 ans et sa vie professionnelle a été très riche et diverse. Donc, il a exploré différents secteurs d'activité. Il a débuté son parcours dans une coopérative fromagère, puis il a continué dans le secteur de l'emballage alimentaire au sein de grands groupes internationaux. Et dans les années 2015-2010, Olivier s'est ensuite tourné vers le secteur des assurances pour explorer plus le monde des services, donc un monde où il n'y a pas de produits tangibles. Il a d'abord occupé le poste d'agent général chez AXA pendant 5 ans. Et en 2015, il a co-créé Aresa, donc, qui est un cabinet de courtage spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et des risques professionnels. Et aujourd'hui, Aresa fait partie du top 50 des courtiers français grâce à son engagement en faveur de la prévention des risques. Donc, on va en reparler tout à l'heure de ce point. En 2018 et 2018-2019, Olivier a suivi un parcours d'accompagnement à l'EFC, organisé par Initiative Durable, l'organisation dans laquelle je travaille. Pendant 18 mois. Et de ce parcours est née une intuition qui va prendre la forme d'un projet sous la forme de Je suis Reco. Donc, Je suis Reco est une société sœur d'Aresa et c'est une plateforme de courtage qui est dédiée aux particuliers cette fois-ci et qui est spécialisée dans les assurances habitation principalement. Et ce qui caractérise cette offre, c'est une approche éco-responsable et innovante. Et en fait, le matériel endommagé peut être remplacé par du matériel reconditionné. Donc, on va aussi expliquer ça un peu plus en profondeur tout à l'heure. Donc, ça présente l'avantage d'être une solution qui va être à la fois économique, donc le matériel de remplacement va être moins cher, et écologique, on évite d'acheter du neuf. Alors, avant d'entrer dans Je suis Reco, on va d'abord parler d'Aresa parce qu'en fait, il y a une continuité dans l'histoire, dans la genèse de Je suis Reco par rapport à Aresa. Et du coup, Olivier, est-ce que tu peux nous décrire ton offre chez Aresa et comment vous l'avez construite et comment vous travaillez votre relation de service au sein d'Aresa, en interne comme en externe? Alors, donc, Aresa, on l'a voulu par évolution par rapport à mon parcours d'agent général
vous êtes un peu un franchisé d'une seule compagnie. On a voulu être totalement indépendant et totalement orienté client. Et donc aujourd'hui, on travaille avec un panel de plus de 50 compagnies, ce qui nous permet vraiment de pouvoir solliciter la meilleure pour notre client. Euh, la meilleure pour notre client, parfois, on le verra un petit peu plus loin, c'est aussi d'aller solliciter ces gens-là, non pas forcément sur du prix ou mais d'aller solliciter sur des services ou une appétence à un profil de client. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a choisi comme un élément différenciant, c'est d'être orienté client et d'essayer de lui apporter autre chose qu'un simple contrat. Après, quand on parle d'assurance, ben, la première chose à laquelle on pense, c'est on pense à un sinistre. Et donc, il y a un gros travail quand on fait de l'assurance d'entreprise, c'est de travailler sur la prévention. Parce que moins on a de sinistres, moins il y a de perturbations pour nos clients, moins il y a de perturbations pour leurs salariés. Et donc, c'est véritablement la pérennité de l'entreprise qui continue son chemin, et comme le dirigeant le souhaite. Et ça, c'est vraiment un élément important. Et la conséquence aussi de la prévention, c'est une acculturation de l'ensemble des équipes, mais c'est aussi pour l'assureur qui, lui, paye les sinistres. En fait, une meilleure, ce qu'on appelle dans notre jargon, hein, les sinistres payés sur les primes collectées. Et aujourd'hui, c'est un élément dont on est assez fier, c'est qu'en fait, Areza euh, fait partie dans les principales compagnies avec lesquelles on travaille, des 10 courtiers les plus rentables pour eux. Alors, ça veut dire quoi pour eux, un courtier rentable? Ça veut dire qu'on a des clients qui payent des primes et qui ont relativement peu de sinistres. Alors, on peut dire, oui, les vilains assureurs, ils sont très rentables avec nos clients, mais non, moi, ce que je regarde, c'est mes clients ont peu de sinistres de faible intensité, donc ça coûte pas cher à l'assurance. C'est vraiment ce que j'appelle régulièrement le combo gagnant. C'est-à-dire que là, tous les acteurs ont les ressources pour se développer sereinement. Et donc, Ah, pour éviter justement tous ces sinistres, en fait, il y a la prévention où il existe des choses, comment dire, assez générales, mais en fait, tous des éléments de prévention que l'on personnalise, l'idée étant soit d'éviter le risque, soit de l'atténuer. Et donc, on a un mode d'organisation qui est, à ce titre, un peu différent. C'est-à-dire, pour bien connaître le client, il faut être très proche de lui. Et le très proche de lui, ça passe par nous qui rencontrons très souvent le dirigeant, puisque nos cibles d'entreprise, c'est entre, on va dire, 50 et 500 salariés, hein. Donc, c'est vraiment des gens où, en général, on a en face de nous le dirigeant de l'entreprise, le propriétaire de l'entreprise, pour lequel, dans certains cas, c'est l'œuvre d'une vie, hein. Et donc, au-delà de nous, en fait, dans nos collaborateurs, on leur délègue la totalité de la gestion du client. Donc, en imaginant qu'on fasse la partie auto, la partie santé, la prévoyance, etc. En fait, le DRH, le directeur financier, le DG ont un interlocuteur en gestion. Et c'est très différent du fonctionnement de nos autres confrères. C'est aussi là la culture d'industriel pendant 15 ans où on a vraiment une approche assurantielle qui n'a rien à voir à ce qui se pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être connu un des sinistres, vous avez un service souscription, vous avez un service sinistre, tous ces gens-là sont silotés. Souvent, ça ne se parle pas. Et ils raisonnent par métier, mais pas par client, ce qui est une aberration, puisqu'en fait, celui qui les fait vivre, ça reste le client. Et donc, nos salariés, pardon, ont un rôle majeur dans cette relation-là, d'être vraiment de concentrer à la fois tous les dossiers, tous les contrats, tous les interlocuteurs de la compagnie et aussi les sinistres. Parce que nous, on considère qu'on gère bien un contrat quand on sait régler les sinistres. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est un élément important pour nous dans le recrutement, parce qu'en fait, on leur propose un job qu'ils n'ont ailleurs. Par contre, ça nécessite une grande expertise, un investissement de leur part, et une proximité qu'ils vont développer avec tout l'écosystème de notre client. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai élément différenciant. On est reconnu pour ça. On a comment dire, très peu de clients qui nous quittent parce que notamment ils ne retrouvent pas ce genre de service ailleurs. Et donc toutes ces ressources immatérielles, en fait, on peut les en lister quelques-unes qui sont bien sûr la confiance que nous devons avoir, nous dirigeants, avec nos collaborateurs qui ont une grande autonomie.
On intervient toujours sur la validation des sujets, c'est-à-dire qu'ils viennent avec une proposition et on la challenge avec eux. Et donc ça développe vraiment comment dire, une valorisation des collaborateurs parce qu'on leur fait confiance. Ça paraît bête, mais c'est important. Après, je vous ai dit, il faut des collaborateurs quand même de qualité, avec une capacité à s'investir, à apprendre, donc à augmenter leurs compétences par de la formation. Donc là-dessus, on les accompagne et on les forme. On s'attache aussi fortement au bien-être de nos collaborateurs. Alors, je vais prendre quelques exemples. Pendant le Covid, bah, qu'est-ce qu'on leur a fait tout de suite au Covid? On leur a livré à tous du matériel de sport. En disant, bah, vous êtes tous enfermés chez vous. Vous allez travailler en télétravail comme tout le monde l'a fait, et on souhaite que vous fassiez. Donc, on avait fait des petits challenges inter-entreprises en disant, voilà, j'ai couru 1 heure, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Donc, ça avait bien marché. On a aussi des programmes par quadrimestre pour animer la partie RSE et économie circulaire avec un dirigeant et un salarié, où tous les 4 mois, ça change, et chacun, en 4 mois, en fait, a l'opportunité de réaliser un projet. Alors, on est dans un métier de service, hein, donc il y a des projets qui peuvent être très simples à mettre en place. Euh, et on a en fait un dernier élément qui est la pertinence de notre offre, avec une posture justement vis-à-vis des clients pour renforcer les compétences différenciantes de nos équipes. C'est-à-dire en fonction des clients, on doit développer une compétence en interne, on doit répondre aux besoins de notre client pour lui mettre en fait un collaborateur et nous, véritablement le référent clé dans son besoin assurantiel et dans la maîtrise de son risque. Merci. Donc, en fin de compte, les collaborateurs sont véritablement des conseillers experts, si on peut dire comme ça. Ouais. Ça apporte une vraie relation de service au client. Et si on continue à parler en langage EFC, quels sont les effets utiles de cette offre auprès des assureurs? Donc, des assureurs, oui. Des assureurs, alors, faut imaginer, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que l'assureur, il a un réseau de distribution qui peut être un agent général ou un courtier, donc en fait, il est quasiment pas en contact avec le client. Donc en fait, quelque part, il sait pas comment l'économie de la fonctionnalité, la coopération, c'est des choses qui sont très très loin de lui parce que c'est pas dans son fonctionnement. Et donc en fait, nous, par ce biais-là, en fait, on fait se parler des gens qui ne se parlent pas. Ça paraît bête, hein, mais c'est important. Et l'idée, c'est justement d'aider l'assureur ou les assureurs à s'engager dans une pratique vertueuse. Si vous regardez les bilans extra-financiers que publient tous les assureurs, alors, ils sont tous champions en tout, ils font plein de choses, etc. Mais en fait, ils s'imposent assez peu de choses. C'est-à-dire ils ne vont plus investir chez Total, mais ils investiront toujours ailleurs. Et quel est l'effort qu'ils font, eux? Je vous invite à lire leur rapport extra-financier. C'est assez pauvre pour des entreprises de cette taille. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de leur dire, bah, OK, vous faites partie de notre écosystème, vous avez sur le fond de la bonne foi et vous voulez progresser, mais vous ne savez pas comment faire. Donc, on va les aider à traduire leurs engagements, leur volonté d'agir en plan de progrès. Et donc là, nous, on travaille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec plus de 50 compagnies. Et ben, on va essayer de travailler avec celles qui sont les plus vertueuses. Alors, les plus vertueuses, ça peut être, j'investis pas dans certaines activités, mais ça peut aussi être, je veux assurer des activités que j'estime vertueuses pour le FC ou la RSE de façon générale dans les activités d'insertion, dans l'univers de l'énergie renouvelable, etc., etc. Parce que c'est leur métier. Leur métier, c'est d'assurer. Et c'est aussi notre rôle d'intermédiaire, justement, sur ces choses-là, de leur dire, bah, venez sur ce type de dossier, on va vous expliquer comment ça marche, et vous allez voir, vous allez à ce titre-là pouvoir communiquer en interne vis-à-vis de vos salariés en disant, bah voilà, on est partenaire, j'en sais rien, d'une filière des énergies renouvelables, on est partenaire de ci et de ça. Et donc ça, c'est très important pour eux et ça contribue à leur performance économique. Dans notre projet Je suis recours, donc on va parler un petit peu plus loin, on a justement souhaité mettre en place une indemnisation en cas de sinistre un peu particulière, puisqu'en fait, on propose à nos clients
de remplacer leurs produits sinistrés par des produits reconditionnés, déjà produits ou issus de filières de déconstruction. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Si vous avez un sinistre chez vous, ben on va vous dire la porte, c'est une porte neuve, les toilettes, c'est des toilettes neuves, le frigo, c'est un frigo neuf, et puis on vous paye une partie, et puis vous avez une vétusté. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc nous, en fait, on fait le lien entre le partenaire issu des filières de déconstruction ou de reconditionné. On propose au client le client prend en photo les produits qui sont sinistrés, on a une recherche par de l'IA et on sollicite les stocks de nos partenaires et on lui renvoie les produits qui sont disponibles à l'instant T et charge à lui de prendre un produit, de choisir un ou plusieurs produits reconditionnés pour remplacer ce qu'il a besoin. Et l'assureur, lui, il a bien compris ce sujet parce qu'en fin de compte, un produit issu de filière de déconstruction coûte bien moins cher qu'un produit classique. Donc, encore une fois, c'est le combo gagnant. Les sinistres lui coûtent moins cher. Donc, le client est pour lui très vertueux sur son aspect coût, mais très vertueux aussi sur l'aspect bilan carbone. Ok, donc là, on va déjà en direction un peu de Ouais, Sureco. Avant de vraiment entrer dans la description de l'offre Je suis Reco, peut-être le moment de transition ouais. dans ton parcours, c'est lorsque tu as réalisé le parcours EFC en 2018-2019. Ça t'a permis de prendre conscience de certaines choses. Quels ont été les apports de ce parcours réalisé en 2018-2019 sur Bah, l'EFC? Est-ce que tu alors, peux moi, nous parler de ça et ça va nous faire la transition ouais. vers Ce Sureco? que j'ai vraiment beaucoup aimé et ce que vraiment j'invite tous les chefs d'entreprise à le faire, c'est qu'en fait, la première étape, c'est un diagnostic. Et cette première étape de diagnostic, ça vous pointe du doigt ce que vous faites de face différemment des autres. Et globalement, ça vous révèle plein de points important de différenciation. Et nous, dans notre ADN de tourner client, de tourner vers le client, en fait, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de leviers comme ça. Et après, on a une culture d'industriel avec mon associé, ce qui fait qu'on est volontairement allé sur ce qu'on appelle dans notre métier les risques complexes, les sites classés, le travail du bois, les environnements compliqués, où on a une vraie valeur et on a une vraie valeur en rapprochant l'assureur de son client. Parce que c'est comme ça qu'on réussit ensemble. Et ça nous a permis d'offrir un service différenciant. Alors, on est sur un sinistre, hein, donc là, c'est une feuille de papier. Enfin, sur un contrat d'assurance, c'est une feuille de papier. Si vous n'avez pas de sinistre, il se passe rien. Vous ne savez pas si c'est bien ou pas bien. Et donc, d'essayer d'utiliser justement toutes ces ressources matérielles pour intervenir sur des dossiers où là, les assureurs, ils vont à reculons. Vous imaginez un site Céveso ou des choses comme ça, c'est quand même pas c'est pas leur plus grosse appétence. Le coiffeur est plutôt beaucoup plus intéressant pour eux, hein. Le risque est très faible. Et donc, on a développé ces solutions avec des programmes de prévention, avec une proximité pour nos clients. On explique, parce qu'il faut voir que souvent dans les compagnies, alors en dehors des très, très gros risques, mais nous, je vous rappelle, on est entre 50 et 500, on a des interlocuteurs en compagnie qui ne sont pas aussi techniciens que nous pouvons l'être au fil de l'eau. Donc, c'est important de les faire se parler. Et donc, on développe des valeurs partagées et on bâtit une visée commune. Et ça, c'est vraiment un élément différenciant pour Aresa. On se rend compte qu'on ne fait pas que de l'assurance. On travaille à un projet d'entreprise et l'assureur et le courtier est un moyen dans le développement de l'entreprise. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'en fait, on parle d'autre chose que d'assurance. Je vais prendre l'exemple d'un de nos partenaires qui nous a permis de sortir notre offre Je suis Reco. C'est Envie. Alors, Envie est une association nationale mais spécialisée dans l'insertion. Et ce que les gens savent assez peu, c'est que ça fait à peu près 25 à 30% des activités de traitement de tous les déchets, ce qu'on appelle les D3E, donc les déchets électriques, électroniques enfin voilà, je cherche le troisième E. Et donc, tout ce que vous déposez dans les déchetteries, ben, vous allez trouver que ce soit le grille-pain, la télé, le frigo, le machin, tout ça part chez eux. Ils ont des filières de rénovation, mais contrairement à ce qu'on pense, ça représente moins d'1% de leur chiffre d'affaires. Et donc, à côté de ça, c'est des gros industriels qui font du traitement de déchets ou de la déconstruction, ce qu'on appelle aussi.
Et donc, nous, on les connaît parce qu'on en assure beaucoup en France. Et, et on a élaboré, en fait, quand on a élaboré l'offre Jeux sur Loco, dont on a un petit peu parlé, j'en ai un peu parlé avant, mais en fait, on leur a dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts à venir avec nous? Parce qu'ils ont un réseau national, ils ont toute une flopée de produits reconditionnés, ils sont sur des activités d'insertion, donc tout ça, on avait un partage de valeur chez Aresa, parce qu'on assure leur outil industriel aujourd'hui, et on avait un partage de valeur sur le fait de démultiplier l'aspect rénovation pour eux, qui derrière a une vocation d'insertion, parce qu'en fait, on s'est aperçu dans les acteurs de l'économie circulaire, souvent, ce qui nous est remonté, le problème n'est pas d'avoir la source, n'est pas d'avoir des produits ou de les rénover. Le problème aujourd'hui, c'est de les commercialiser. Parce qu'ils ont des petits showrooms, parce qu'ils ont des sites internet, mais ils s'appellent pas Le Bon Coin, ils s'appellent pas Amazon, ils ont pas les mêmes ressources. Et donc là, par notre produit Je suis Reco, et par ce partenariat, en fait, on leur apporte une opportunité commerciale lors d'un sinistre pour justement rencontrer j'ai un besoin immédiat et moi j'ai du stock. Et donc c'est comme ça que ce parcours de FC, ben, à la fin, on a pris conscience de nos 10 éléments différenciants, on a pris conscience de nos valeurs et on s'est tourné vers un partenaire clé qu'on connaissait très bien en disant est-ce que vous êtes d'accord pour nous aider à lancer cette offre en étant notre premier partenaire? Ouais. Et du coup, ça veut dire nouveau public aussi, Oui. puisque cette fois-ci, c'est à destination du public des particuliers. Ouais. Et bon, du coup, je t'invite à nous parler de Je suis Reco, en quoi ça consiste exactement, de Ouais. manière plus concrète pour qu'on puisse bien comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. Alors, on a Oui, essayé, en ouais, tout cas, Olivier, j'en profite du coup pour rebondir, vu qu'il y a deux questions dans le chat enfin, je vais les mentionner, comme ça, je pense que ça t'aiguillera aussi dans ton témoignage sur le parcours Je suis Reco. Il y avait une première question qui était comment avez-vous créé ce réseau de partenaires du reconditionnement? Ça, je pense que ça permettra de faire le lien justement avec tout le travail qui avait été fait à Reza, puis ensuite l'intuition vers Je suis Reco. Et ensuite, la deuxième question, pas de réticence des professionnels sur les matériels reconditionnés. Quel niveau de garantie? Voilà. Merci. ok. Ah bah, Alors, je peux répondre sur les niveaux de garantie. Donc, déjà, comme on vit, c'est une garantie d'un an sur l'ensemble des produits reconditionnés. Sur les produits de filière de construction, bah, là, c'est le poseur qui va vous donner la garantie sur les produits qu'il utilise, hein. Il est censé s'assurer que le produit est conforme aux règles, à la réglementation en vigueur. Et le réseau de partenaires, en fait, c'est un réseau qu'on agrège au fil de l'eau. Et donc là, il se fait de proche en proche, en se disant, ben voilà, par exemple, des gens comme Envie, ben, il y en a d'autres qui font globalement la même chose. Et puis, il n'y a pas que Envie. Et puis, on travaille, par exemple, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des partages de valeurs. Et en fait, quand on partage des valeurs, ben, on va plus vite à l'essentiel en se disant, OK, comment nous, partenaires, on peut vous aider et comment nous, Je suis Reco, on peut aider le partenaire. Et il y a un temps aujourd'hui tech qui est important et qui est décisif, hein, parce que donc, Je suis Reco, c'est une offre pour le particulier, 100% digital. On a voulu aller sur le marché du particulier qu'on ne connaissait pas, enfin qu'on ne connaissait pas, on connaissait peu parce que c'est pas dans notre ADN. Mais vraiment sur un volet full digital avec un parcours client qui est hyper performant parce que faut être clair, l'assurance, c'est chiant. C'est plus vite c'est fait, mieux c'est. Alors nous, on s'est positionné dans cette logique de digital. Un peu, je prends la comparaison avec des offres téléphone, où aujourd'hui, bah, la seule chose que vous allez choisir sur une offre téléphone, c'est les datas que vous avez besoin. Tout le reste, c'est inclus. Vous voulez pas savoir si vous pouvez téléphoner 1 heure ou 2, si vous pouvez envoyer 10 SMS ou 100. Non, c'est inclus, vous avez un package. Et donc, on a élaboré une offre pour que le client n'ait pas de déception en cas de sinistre et qui puisse justement se concentrer sur cette notion de réparation innovante et qu'il n'ait pas à se dire, oula, ça va me coûter combien, ça va ci, ça va ça. Parce que ce que j'ai pas dit, mais ce qui est super important pour ceux qui ont vécu des sinistres, ils vont le comprendre, c'est qu'en fait, quand vous avez un sinistre, l'assureur applique une vétusté, donc il vous indemnise partiellement. Nous, on remplace l'usage. Donc, vous oubliez la vétusté, chez nous, c'est terminé. Vous avez votre frigo qui est en panne, enfin, qui a eu un problème. Ben, on vous remplace un frigo, il avait 4 ans, on vous remplace un frigo qui a 4 ans. Terminé, je remplace l'usage, je ne vais pas vous appliquer une décote.
Et donc là, c'est vraiment un élément important. Après, on a poussé le système encore plus loin, parce qu'encore une fois, c'est l'idée aussi d'engager l'assureur. On s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients soient moteurs, agissent. C'est-à-dire de faire de l'opportunité d'un sinistre une occasion d'agir. Comment on l'a concrétisé? Quand j'ai un sinistre, ben, je vais avoir plusieurs produits qui vont être abîmés. Moi, je travaille avec des partenaires, ils n'ont pas tous les produits de la maison, mais ils vont en avoir certains. Et à partir du moment où mon client choisit dans le cadre de la réparation de son sinistre un produit issu des filières de déconstruction, issu des filières de rénovation, etc., à ce moment-là, l'assureur lui rembourse une demi-franchise. Et donc, on a vraiment le caractère incitatif. S'il choisit le schéma classique, je me fais rembourser, on m'applique une vétusté, on m'applique une franchise pleine, bah, il a un découvert financier qui est quand même qui peut être important, qu'il faut combler par un crédit conso, qu'il faut combler par je me passe de certains produits, etc., etc. Et donc là, en fait, à partir du moment où on lui rembourse une demi-sinistre, une demi-franchise, bah, le client, cette, c'est vraiment incitatif et c'est un élément important aussi. Et la demi-franchise, quand on parlait tout à l'heure d'engagement de l'assureur, bah, c'est aussi de dire à l'assureur, est-ce que tu es prêt à t'engager, à faire une action concrète où tu vas verser une demi-franchise à ton client qui a subi un sinistre? Et bien ça, on l'a obtenu. Et ça, c'est clairement une coopération entre les différents acteurs. Donc, vous voyez, vous avez l'assureur qui paye les sinistres, vous avez l'intermédiaire que nous sommes, vous avez les partenaires de l'économie circulaire et vous avez les clients. Cet écosystème de quatre intervenants, aujourd'hui, c'est des gens qui ne se parlaient pas. Enfin, hier, c'était des gens qui ne se parlaient pas. Et donc, tu as parlé de cet écosystème. Par rapport aux assureurs, vous avez fait le choix de certains assureurs en particulier pour travailler avec Je suis Reco? Ouais. Alors, sur un dossier comme ça, on a voulu être un peu hybride, c'est-à-dire d'être, encore une fois, dans notre ADN, courtier, donc intermédiaire entre le client et l'assureur, mais avant tout courtier, c'est-à-dire que on veut que l'offre que l'on propose soit la meilleure pour notre client. On a élaboré un contrat, je vous ai dit, sans trou de garantie, avec juste la seule chose que choisit le client, c'est son contenu et la valeur du contenu. Et donc, on a confronté cette offre à des assureurs, on leur a demandé de la coter. Et on leur a demandé de la coter, donc financièrement, et de la coter aussi sur des actifs immatériels. En disant, OK, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous proposez la demi-franchise? Est-ce que vous proposez une relation particulière? Est-ce que vous allez proposer une garantie particulière, etc. Et donc, on a évalué les assureurs, on en a sélectionné deux à ce stade. Et donc, ce qui fait que sur tous les produits qu'on propose, l'habitation, etc., ce que le client ne voit pas, c'est qu'au moment où il rentre ses paramètres, j'habite à tel endroit, un appartement de 4 pièces, etc., etc., ben en fait, nous, on sollicite les délégations qu'on a eues des assureurs et on va lui proposer l'assureur qui a. Donc, on fait le boulot du comparateur, hein, sans que le client le sache. Enfin, il le sait s'il creuse, mais parce que les assureurs sont mentionnés. Mais en fait, on va lui proposer, parmi ces deux assureurs, dans l'offre qui est identique, on va lui proposer celui qui va lui faire gagner 5, 10, 15, 20, 50 centimes, j'en sais rien par mois. Et donc, on a cette logique aussi financière que l'on, que l'on a mise dans, je reviens sur l'assurance, hein, c'est chiant et c'est toujours trop cher quand on n'a pas de sinistre, donc le prix est aussi un élément quand même différenciant. Donc, et c'est aussi une façon de véritablement se mettre autour de la table avec les assureurs en leur disant bah, qu'est-ce que tu es prêt à faire au-delà de dire il y a une opportunité de faire des contrats. C'est-à-dire que les assureurs, c'est des gens mercantiles, hein, ils sont là pour faire des affaires. Hein. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des gens qui ont compris notre business model, qui viennent avec une offre différenciante. Et je prends l'exemple dans nos partenaires, Generali qu'on devait déployer très prochainement. Ben, on leur a dit, on veut un beau logo Generali et on veut une communication croisée avec Generali. Vous imaginez, Generali France, nous, en gros, on n'existe pas. Eux, ils font 7 milliards en France. Et ben, ils nous ont dit, banco. Nous, Generali, on va communiquer comme quoi on est partenaire de Je suis Reco. Pour vous donner un petit peu l'opportunité pour eux de communiquer là-dessus, de comprendre ce qu'est le client, d'en faire une image vertueuse. Et ça, c'est
Alors, on parlait d'Areza tout à l'heure, mais c'est vrai que nous, on travaille avec 50 compagnies, on connaît tout le monde, c'est plus facile de se faire ouvrir les portes. On a présenté le projet aux principales compagnies, donc on a gagné un temps dingue sur ce projet. Et aujourd'hui, c'est l'habitation. Alors, on avait plein de projets sur l'auto, tout ça devait se dupliquer. Mais c'est vraiment un élément, ce qu'il faut vraiment retenir là-dessus, dans cet aspect coopération, c'est qu'on a des acteurs qui sont pleins de bonne volonté, qui font plein de belles choses, mais qui ne se parlent pas. Et ça, c'est vraiment un des éléments clés et notre barrière à l'entrée, ce qu'on a pu créer, c'est de se dire on est au cœur du système et on va les faire se parler et tout le monde va y gagner. Mm. Oui, avec Je suis Reco, vous avez vraiment créé du lien entre les quatre parties de l'écosystème que tu as mentionné tout à l'heure. Les assureurs, l'économie circulaire, le client et Je suis Ouais, Reco. Donc, le, le- voilà, le média, on va dire, le vecteur, c'est l'assurance qui a permis de relier toutes ces parties prenantes. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif, on va dire chronologique, de la je suis naissance de recours. Je suis Reco, de ce qui s'est passé depuis la naissance de Je suis Reco. Et ensuite, tu pourras nous parler des limites que tu as rencontrées dans ce projet avec Je suis Reco, puisque tu commençais à l'aborder juste Ouais. avant. Donc je suis Rocco, si vous voulez, on est Areza, c'est un cabinet de courtiers qui viennent de l'industriel avec une clientèle d'entreprise. Donc on est très loin du digital et on est très loin du particulier. Faire un contrat d'assurance, ça on sait faire, on a su faire, c'est pas un problème. Mais vous n'allez pas dans le digital si vous n'avez pas de la tech robuste. Donc on a créé Je suis Rocco en 2021 et élaboration du produit, etc. Donc là on n'est pas en ligne on commercialise pas, etc. Et après, on a fait une fin 2022, en fait, on a fait une première levée de fonds où on a fait rentrer au capital une SS2I d'une trentaine de salariés qui, eux, ont joué le rôle dans notre jargon de CTO, hein, donc vraiment la direction technique opérationnelle. Et parce que vous attaquez pas le marché du particulier en bricolant avec deux codeurs au fond de votre cuisine. Hein, c'était bien il y a 40 ans, je pense, aujourd'hui. Enfin, tout cas, pas avec nos ambitions. Ça s'est Et on déjà a fait... vu, mais bon. Comment? Oui, ça s'est déjà vu il y a 40 Ouais, ans. ouais, ça s'est déjà C'est vu, dans le mais garage. voilà. On voulait aller super vite, hein, donc il fallait qu'on soit tout de suite sur un gros braquet. Et on a fait rentrer un investisseur suisse qui a été séduit par le projet donc en fin 2022. Et donc là, en fait, c'est le moment où on a délivré, mis en route. Alors c'est marrant parce qu'en fait, dans la mise en route on avait une date qui était à l'époque les trophées de la RSE d'initiative durable donc en Alsace où en fait on avait été sélectionné sur le prix du public où on a fini deuxième et on s'était dit et là on avait mis le rush sur tout le monde en disant la veille au soir vous me sortez le site et donc la veille au soir du mois de novembre post levée post tout ça le site a été lancé lors de ces trophées de la RSE. Et donc, encore une fois, tout ça, c'est des jalons où on s'est donné pour objectif d'en parler au bon moment. Euh, et donc, après, une fois que vous avez fait votre levée, ben, rentre l'acquisition. Donc, on est quand même sur un mass market, un produit de grande conso, un produit qui est chiant, faut être clair. Et avec des gros acteurs, on passe sur une période d'acquisition full digital avec les réseaux sociaux, des influenceurs, tous les systèmes divers et variés disponibles sur le digital. On a On est à quelle aujourd'hui, époque, là, Olivier, sur la là, future technologie? on est, allez, le temps de brancher parce je vais faire vite, mais il y a quand même beaucoup de briques à mettre, notamment de briques techniques. Hein. Donc, on est en septembre 2023, Mhm. où vraiment, on a parce que vous lancez pas de l'argent, vous dépensez pas de l'argent sur le digital si vous n'êtes pas capable de savoir qui est derrière la souris. C'est aussi bête que ça, quoi. Si vous savez pas si la personne est urbaine, elle a 20 ans, ou retraitée, elle en a 80, et derrière, vous pouvez faire une stratégie d'acquisition. Donc tout ça prend du temps, d'être robuste, de tout mesurer. Et donc on a lancé en septembre vraiment l'offre, en commençant à dépenser un peu d'argent sur les réseaux. Et on a aujourd'hui une centaine de souscripteurs. Euh, alors, nous, on le savait. C'est-à-dire qu'on sait que dans le marché, il faut une inertie. Les clients ont besoin d'être rassurés. Je suis Reco est une marque récente, etc., etc. Donc, on n'a pas eu 100 souscriptions par jour. Hein, c'est dommage. Et donc, on en arrive aujourd'hui.
on préparait depuis juin 2023 une levée complémentaire. Et cette levée, elle s'est pas faite fin d'année 2023. Et donc, on va procéder à la liquidation de la société. Ah, c'est un élément majeur parce que on est sur un marché où en face de nous, le marché de l'investissement, vous avez sans doute entendu parler avec des taux très élevés, les investisseurs ont pris beaucoup de bouillon aujourd'hui. Les InsurTech aujourd'hui, il faut imaginer qu'il y en a à peu près une par mois qui dépose le bilan. Donc en fait, l'écosystème de la levée dans notre marché est très 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 compliqué, même avec une offre innovante. Et notre marché où on vend de l'assurance habitation nous amène à une rentabilité qui n'est pas à moins de 3 ans. Donc si vous voulez, quand vous dites à un investisseur aujourd'hui, il faut investir. Et si tout va bien, parce qu'on est quand même sur un métier de l'assurance, hein, donc vous avez un coût d'acquisition qui représente à peu près 3 ans de chiffre d'affaires lié au contrat acquis ou au client acquis. Et ben aujourd'hui, c'est des modèles qui existaient quand l'argent était facile, hein, il y a encore 3 4 ans, qui aujourd'hui n'existent plus. Et donc les investisseurs, tout l'écosystème va sur des projets beaucoup plus courts, beaucoup rentables à beaucoup plus court terme. Et ce qui fait on n'a pas réussi à lever malgré vraiment une offre complètement différenciante. Et on a pris la décision il y a une quinzaine de jours de placer la société donc en liquidation. Alors on va pas laisser d'ardoise à personne, hein. On s'occupe des salariés, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'on avait, et puis on va terminer proprement la structure. On en a parlé juste avant parmi les évolutions. Les évolutions en cours, on a quelques assureurs qu'on a sollicités et avec lesquels on en a deux, avec lesquels on est en discussion pour envisager la reprise du nom, de la structure, pour le faire non pas à leur marque, mais pour l'intégrer pour eux en structure, comment dire, eux en fait, ils ont des moyens de diffusion que nous n'avons pas, quoi. Quand vous prenez un grand assureur qui a, j'en sais rien, 1000 points de vente, bon, bah, forcément, c'est pas la même force de frappe que juste de l'acquisition de full digital, quoi. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur le volet économique, parce que même si on veut faire de la coopération, même si on veut faire plein de choses, même si on a une offre différenciante, le juge de paix aujourd'hui, ça reste encore la capacité à payer les salaires et les infrastructures tech qu'on a derrière, quoi. Mm. Donc, donc voilà, dans l'activité de Jeux sur Econ, on se pose, enfin, on s'est posé aussi des questions, c'est de se dire aujourd'hui, bon, on a d'un côté de la levée de fonds, donc on a des gens qui sont clairement des financiers, où leur objectif c'est de faire de l'argent, c'est quand vous parlez avec des financiers, vous leur expliquez en quoi vous êtes différenciant, mais ce qui les intéresse, c'est combien vous gagnez, hein. Ils veulent bien une offre innovante, mais par contre, le juge de paix, c'est combien ça me fait gagner. Donc, ça, est-ce que c'était compatible avec l'EFC aujourd'hui? Euh, c'est aujourd'hui une vraie question qu'on se pose. Et puis, quand on prend un peu de recul, quel est le marché sur lequel on intervient? En fait, on s'aperçoit qu'on est sur un marché mondial. Nos interlocuteurs sont mondiaux. Quand vous discutez avec AXA, avec Allianz, avec Generali, tous ces gens-là, c'est des acteurs vraiment mondiaux et qui ont tous une organisation, tous des réseaux, et même s'ils ont une volonté affichée de faire changer les choses, dans les faits, ben, tout le monde se tient par la main autour de la table, tout le monde achète les premières pages de Google, et surtout, je fais en sorte que rien ne change. Et donc ça, c'est vraiment un constat qu'on s'est fait. Si vous comparez le réseau bancaire aujourd'hui, la banque en ligne, c'est quelque chose qui a pris, parce qu'en fait, c'est des offres qui sont portées globalement par des banquiers avec des réseaux classiques. Et donc, ils ont diffusé une offre complémentaire tout en la maîtrisant. Là, dans notre métier, nous, en fait, on vient renverser la table en disant, moi, je suis pas assureur, je sollicite les assureurs, je vais vous piquer les contrats, je suis sur le digital, vous y êtes pas. Et alors, ces gens-là, ils ont une capacité à noyer sur le digital en achetant des pages et on n'a pas leurs ressources. Donc ça, c'est aussi un élément de se dire, dans mon marché, j'ai quelque part une hostilité aux acteurs en place. Euh,
Après, on raisonne sur le client. Qui tape? Je veux une assurance éco-responsable. Encore une fois, déjà, c'est chiant. Assurance, c'est chiant. Éco-responsable, personne ne le met. Quand on a essayé de travailler sur une stratégie d'acquisition basée sur ces éléments différenciants, en fait, on s'aperçoit que c'est pas recherché parce que pas forcément pensé par le client, mais donc on est arrivé à se battre sur les mêmes mots que les autres et ce qui est compliqué par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. On est arrivé aussi à une conclusion sur le volet client, parce que quand on présente le projet, tout le monde nous dit ah, c'est super, c'est vraiment innovant, c'est etc. etc. Et les gens nous disent pour souscrire chez nous, vous avez besoin de votre RIB et du numéro de contrat que vous avez aujourd'hui en place. Terminé. Nada, le reste, tout en ligne, en 45 secondes, vous avez tout bouclé, quoi. Donc, il y a besoin de rien, pour faire simple. Il y a juste besoin de se prendre 2 minutes et de le faire. Et bah, ces 2 minutes, les clients sont pas passés à l'action. Pour moi, aujourd'hui, il y a quand on discute avec tout le monde, il y a une prise de conscience écologique. Les gens disent, oui, effectivement, il faut changer quelque chose. J'ai eu l'occasion de faire aussi je cherche la fresque du climat, où en fait, vous apercevez qu'il y a vraiment une prise de conscience. Les gens ont compris que l'homme était le problème de tout, hein. Et après, vous avez l'atelier d'automne où on vous explique, euh, eh ben, en gros, quels sont les efforts que tu fais. Et nous, dans notre idée, ben, on s'est dit, on veut amener la personne à agir, à faire de cette opportunité de sinistre, à faire un élément d'action. Et notre sentiment aujourd'hui, soit on n'a pas réussi à faire passer le message du caractère innovant de notre offre, soit le client, et ce qu'on entend quand même régulièrement, et notamment dans les dernières études qui sont passées, c'est que, ben, OK, faut changer quelque chose, mais il faut déjà que les autres changent avant. Et c'est moi, je trouve que c'est assez déroutant, euh, en se disant, ben, on vous donne l'occasion, pourquoi vous le faites pas? Voilà, c'est le constat qu'on fait. Troisième intervenant dans notre écosystème, c'est le partenaire. Donc là, on a sollicité aussi bien des partenaires commerciaux. Je prends l'exemple de Point P, par exemple, hein, qui est le partenaire sur tout le volet de la déconstruction, du BTP, etc. Bon, bah eux, c'est des gens qui sont là pour faire du business, hein. Donc, vous leur apportez un contact qualifié. J'ai ma maison qui a brûlé, faut me remplacer, des machins, etc. Donc, ils ont, eux, des fins de stock. Ils vous mettent à disposition les fins de stock, etc. Très bien, pour eux, c'est du business. Derrière, vous avez des acteurs de l'économie circulaire qu'on a sollicités. Alors, la liste pourrait être nombreuse, hein. Et en fait, on a été très surpris. C'est qu'en fait, quand on leur a écrit en disant on vous propose une opportunité de faire du chiffre d'affaires, pour faire simple, hein, parce que notre client, au moment où il va aller sur la plateforme, il va solliciter le remplacement d'un produit, on va venir interroger leur stock et proposer un produit. Et là, ce côté mercantile, en fait, certains nous ont dit, oui, mais en gros, c'est bien, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plus un partage de valeur qu'un aspect économique. Et là, on pensait pas avoir une telle réticence à la connexion de partenaires. Euh, et ça a été pour nous une grosse désillusion en se disant, attention, il y a plein d'initiatives dans le secteur de la coopération, de l'insertion, etc. Mais ces initiatives-là ne seront démultipliées que parce qu'on les fait connaître, parce qu'on leur donne des opportunités d'être diffusées. Et il y a aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé à l'initiative durable, à Stéphanie plusieurs fois, c'est-à-dire que il y a vraiment des gens qui ont la volonté d'être petits. Et pour moi, ça, dans l'expérience Chaussures Eco, c'est vraiment un élément majeur à travailler parce que si on veut faire changer les choses, ben, il faut voir grand. Il faut arrêter de voir petit. Sinon, il ne se passera jamais rien. Il y aura des initiatives qui seront locales, communautés de communes, machin, etc. Super. Mais attendez, ce qui marche dans une ville marche France entière, marche monde entier, terminé. Il faut arrêter de se mettre des barrières. Et c'est là où il faut rentrer dans la logique économique, qui est de dire, pour diffuser une offre qui est bien, qui marche, il me faut de l'argent.
Et pour aller de l'argent, il faut aller chercher sur les gens qui sont prêts à en mettre sur la table. Et cette logique d'investissement où il faut arriver à concilier le meilleur des deux mondes en se disant, je sais que j'en ai besoin et je suis en train de développer, enfin, quand je dis je, c'est tout le monde, hein, tous les acteurs. Il y a plein d'initiatives qui naissent, mais il faut pas oublier qu'on ne gagnera qu'on chasse en meute, hein. Tout seul, on peut aller plus loin, plus vite, pardon, tous, et à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Et c'est vraiment l'enseignement, moi, que j'en tire, notamment sur cette notion de partenariat, c'est qu'il faut vraiment se souder, se structurer et aller plus vite et avoir cette logique économique. Mm. On, on peut Justement, peut-être. on a pas mal de commentaires et de questions Oui. par rapport à ça. Sébastien, je pense que tu as sélectionné un certain nombre d'entre elles. Alors, je te laisse Ouais, parler. alors, je vois notamment du coup Isabelle Jeannot et Gabriel Caladine qui ont chacun posé deux questions. Peut-être que vous pouvez prendre le micro directement pour poser ces deux questions ou qu'une seule si entre-temps l'une d'entre elles a été répondue. Mais Gabriel, si tu as des Oui, questions à poser. oui, merci. Oui, bonjour Gabriel Caladine, je suis designer et j'ai j'ai eu l'occasion justement, et ça concerne en fait le reconditionné, la seconde main, l'occasion d'évoluer dans l'écosystème de l'AFM, hein, Decathlon Leroy Merlin, qui monte très fort là sur le reconditionné justement, qui notamment avec Electrodépôt et Boulanger ont donné lieu à Reconomia, que vous devez Ouais. connaître, etc. Et vous disiez tout à l'heure, en fait, la ressource, c'est pas le problème. Le problème, c'est de diffuser les produits reconditionnés. Et pendant cette expérience, j'avais plutôt le son de cloche exactement inverse, en fait, où il y a une bataille qui fait rage sur la captation justement des produits reconditionnés, où vraiment c'est devenu une source d'approvisionnement majeure, parce que si on veut le diffuser, il faut l'avoir. Et que voilà. Et j'avais exactement le son de cloche, donc j'étais étonné par rapport à ça. Je ne sais pas si vous pouvez préciser. Parce Bah, que les filières qui se mettent en place, en fait, c'est des filières d'intermédiation. C'est-à-dire, le Reconomia, alors à quelques exceptions près, mais à ma connaissance, je crois qu'à ce stade, vous ne faites pas de rénovation vous-même, hein. Vous vous appuyez sur des rénovateurs un peu France entière qui vont vous mettre à disposition back market. Tous ces gens-là, en fait, c'est des intermédiaires. C'est pas des gens qui réalisent. Vous en avez certains qui réalisent. Et aujourd'hui, nous, notre souhait, c'est pas c'est pas d'être intermédiaire au sens Reconomia ou au sens back market, mais c'est vraiment d'aller chercher la source. ouais, Euh, Sachant que nous, on avait la chance aussi dans notre business model, c'est-à-dire que on sollicite l'assureur quand on a un sinistre. Et donc, il faut des contrats pour avoir des sinistres. La proportion sur l'habitation, c'est 6 à 7%. Donc, en fait, nos besoins en volume étaient relativement faibles. Donc, il était à ce titre-là, on n'allait pas voir un fournisseur en disant, moi, j'en prends 1000 par jour. Non. ouais. On explique le projet et donc, en fait, lui peut se connecter avec nous pour nous mettre à disposition ses stocks, sachant que ce sera pas, on va pas venir lui le solliciter sur beaucoup de volume, quoi. C'est vraiment plus un partage de projet, un partage sur le projet, sur le côté innovant du projet. Et on n'a pas rencontré d'objections sur ce sujet. Et si je prends l'exemple de la source, quand vous discutez avec des gens comme Envie, leur vrai problème, c'est de sortir les produits. Ok. Le vrai problème pour eux, c'est de sortir les produits. Ouais, parce qu'ils sont proches de la source. Ah, c'est marrant. Ouais. Ouais, parce que typiquement, la FM, a priori, va sortir d'écosystèmes, parce qu'ils sont contributeurs, justement pour en fait disrupter la ligne d'approvisionnement et se positionner à la source. Et eux, ils ont la puissance de la distrib, Ouais, en fait. ouais, Et c'est le ça. problème d'être proche, quoi. Et donc voilà, c'était par rapport à une. Enfin, vous avez répondu après, par rapport au fait de garantir en fait la disponibilité du produit quand effectivement vous avez peu de volume, quoi. Et la question était quelle contractualisation avec Envier du coup par rapport à ça, parce que bon, voilà, les gros qui disent moi je te prends tout, bah oui, mais je suis désolé, j'ai plus rien en fait. Et donc, Voilà, ouais. Mm. ok. Merci pour votre réponse. Merci Gabriel. On peut peut-être enchaîner. Donc ouais, Isabelle, tu avais plusieurs questions notamment sur les retours d'expérience et la cible en fait derrière. Tu veux nous en dire plus, Isabelle? Oui, merci pour toute cette expérience. Alors, le retour d'expérience, finalement, vous y avez répondu. Moi, j'ai posé une question qui était de dire, finalement, vous avez fait le choix sur le particulier d'être dans le full digital. Et ma question, c'était, est-ce qu'il n'aurait pas été possible ou est-ce qu'il n'est pas possible de capitaliser sur tout ce que vous avez construit avec vos clients entreprises
en termes de confiance, etc., pour amener avec vos clients cette offre à leurs collaborateurs en tant que salariés avec Je suis Reco, en fait. Et de trouver peut-être, la réponse, elle est quand même full digital, mais le canal de diffusion par vos clients habituels d'entreprise pourrait aussi être une opportunité. Alors, vous toucherez peut-être pas tous les salariés, mais il y a probablement dans ces entreprises aussi des collaborateurs qui sont sensibles à ces sujets-là et qui finalement, en termes d'externalité, donc d'effets que ça va produire à la fois pour votre entreprise cliente en tant qu'employeur qui accompagne ses collaborateurs dans des postures un peu plus vertueuses et des collaborateurs qui accèdent finalement à quelque chose qui correspond à leurs valeurs. Ça aurait peut-être été une piste aussi qui permettait peut-être pour vous de toucher plus facilement un volume de particuliers plus important. Alors, on y a pensé, effectivement, on a sollicité certains qui ont été emballés par le produit tout en se disant, ah ouais, mais si demain, je veux pas que mes salariés viennent me dire en disant, c'est trop cher, j'ai trouvé moins cher, on est quand même sur un produit qui est plus source de discussions enflammées et négatives que de super, j'ai une assurance comme ci, comme ça. Et donc, on a eu, pourquoi pas, on a eu des pourquoi pas, mais pas des on y va. Voilà. Et pourtant, on proposait des codes promo, on proposait des 2 mois, 3 mois gratuits ou des choses comme ça pour les salariés. Et alors après, il faut voir qu'on est sur un temps court, hein. C'est-à-dire que ça a été lancé complètement en septembre. Ce qu'il a de levée qui devait se faire fin novembre, on avait validé les investisseurs, ils se sont retirés en décembre. Enfin, je veux dire, le monde de la levée est quand même un monde compliqué et à la fois stressant et dans une logique un peu d'urgence, quoi, hein. Donc, ce qui fait qu'on en a parlé, mais on n'a pas eu on y va, quoi. Et ça, c'est effectivement un sujet, encore une fois, c'est donc je passe à l'action. Est-ce que je m'engage aux côtés d'un produit de service qui n'est pas mettre des paniers, vous voyez, des paniers de légumes, mettre des choses comme ça dans une entreprise? Super, ça marche. Proposer un contrat d'assurance, c'est plus aujourd'hui, enfin tout au moins dans ceux qu'on a présentés, à qui on a présenté le projet, on avait un oui mais, plus un oui mais qu'un oui on y va. Mais ça fait partie, on avait aussi, il y a quelqu'un qui a posé la notion de marque blanche, il y a quelqu'un qui a posé, on avait approché parce qu'on connaissait les gens, notamment pour rentrer dans des systèmes de conciergerie de très très grosses boîtes. Les grosses entreprises ont des systèmes où vous avez besoin d'un bouquet de fleurs, vous allez sur un truc d'interne et puis on envoie un bouquet de fleurs à qui vous voulez, enfin, etc., etc. Et donc l'idée, c'était de rentrer avec une offre d'assurance auprès de ces gens-là. Et en fait, on rentrait sans problème parce que on était la seule assurance innovation avec un élément innovant. Et donc là, on rentrait. Ça encore, ça s'est pas fait parce que tout ça nécessite de la tech. On est dans du full digital et donc il faut que ça soit fluide. Vous pouvez pas faire de la reprise manuelle. Enfin voilà, c'est incompatible avec de la tech. Très bien, D'accord. merci. Donc, il me semble, alors il y a eu un échange voilà, de plusieurs entre Laure, Bruno et Corinne. Peut-être que Laure, vous vouliez préciser votre question? Vous- Oui, bonjour, je peux préciser la question, effectivement. Je me posais la question si la stratégie full digital correspondait vraiment au modèle que vous proposez. Et également sur les investisseurs, sur les financeurs, est-ce que vous connaissez des financeurs alternatifs comme Lita, Daphne? Il y a Team for the Planet qui est ressorti, mais il me semble qu'ils sont pure technologie. Donc voilà, je me demandais si vous aviez été toqué à leur porte parce qu'eux, ils financent des modèles un peu différents. Alors, sur Team for the Planet, effectivement, on a candidaté, on a passé 3 ou 4 étapes, hein, je me souviens plus très bien. Et en fait, à la fin, ils nous ont dit, voilà, on ne retient pas votre offre parce que, en fait, un des éléments moteurs de Team for the Planet, c'est la décarbonation. Et dans notre métier, c'est difficile de valoriser la décarbonation associée à notre modèle économique. Et c'est ça où même nous aujourd'hui, en fait, on a trop peu de recul puisque la conséquence de la décarbonation, c'est essentiellement le sinistre. Même si on a le parcours client qui est aujourd'hui le plus performant du marché, quand vous dites à quelqu'un, tu vas solliciter des data centers pendant 1 minute 30 au lieu de 3 minutes, bon, allez calculer
le bilan carbone de ça. Voilà, c'est les données sur lesquelles, la donnée pour lesquelles Team for the Planet a été évacuée. Ensuite, on a sollicité dans les partenaires de l'écosystème de l'investissement. On a sollicité beaucoup de gens, y compris dans enfin voilà, dans des acteurs classiques et des acteurs du reconditionné. Après, dans le monde de la levée, vous avez des niveaux d'investissement, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le pré-seed, où c'est la levée qu'on a fait en 2022, où vous êtes vraiment sur des petits montants, quelques centaines de milliers d'euros. Ensuite, vous avez le seed, qui est la levée qu'on a loupée, où là, vous êtes en dessous d'1 million. Et après, vous avez la série A, la série B, la série, etc., etc. Et en fait, vous avez des acteurs qui se positionnent, notamment dans les acteurs verts, qui se positionnent soit sur du pré-seed, en amont, avec toute la problématique, c'est des gens qui ne sont pas en capacité de réinvestir dans les étapes d'après. Et après, vous avez des acteurs, on parlait tout à l'heure de la FM, hein, qui a un fonds qui s'appelle Créadev, qui est spécifiquement dédié à ces investissements, sauf que ces gens-là, ils arrivent plus tard. Ils arrivent en fait quand vous avez des étapes. Hein, le pré-seed, vous êtes au niveau du POC, hein, parce que vous avez un produit qui tourne. Oui, donc ok, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et deux, après, est-ce que vous avez rencontré votre marché? Aujourd'hui, on aurait 1000 clients, on aurait fait une levée sans problème. Parce qu'on est capable de dire, si je communique comme ça, regardez, en 3 mois, j'ai fait 1000 clients, c'est bon, ça marche. J'ai dépensé 100 euros, donnez-moi 100 000, j'en aurai 1000 fois plus. Et c'est là où vous faites l'étape d'après et vous avez des fonds, des gros fonds, avec des vraies vocations à impact, avec des vraies vocations comment dire, de disrupter les marchés et des ressources financières colossales. Et en fait, nous, on était la levée dans laquelle on se situe, en fait, elle est dans la plus mauvaise poche. Elle est vraiment sur un mode seed où on a encore besoin d'argent pour démontrer notre modèle, pour trouver notre client. Et dans ce spectre-là, eh ben, il y a relativement peu d'investisseurs qui regardent le dossier et qui sont prêts à investir. Tout au moins dans les gens qu'on a rencontrés. Alors après, on a notre part de responsabilité dans le truc, hein. On n'a peut-être pas réussi à les convaincre, etc., etc. Il n'y a pas que, c'est pas que, il n'y a personne, hein. Mais c'est vrai que dans cette échelle, dans ces niveaux d'investissement différents, le seed est vraiment un élément encore plus compliqué pour lever. Merci Olivier. Alors, je vois l'heure tourner et les 10 heures approcher. Je propose peut-être que tu répondes à ma dernière question pour toi. Et ensuite, Sébastien va faire un récap de ce qui a été dit en mettant en lumière différents éléments qui ont capté son attention. Voilà, avant de récapituler les prochaines actus, rendez-vous, etc. Et de nous quitter à 10 heures, à l'heure. Donc, la dernière question, c'était si l'envie te prenait de relancer ce projet de Je suis Reco, quelle forme ça prendrait en te basant sur les enseignements, tout ce que tu viens de nous dire comment tu imagines voilà, Aujourd'hui, si je tire profit de l'expérience acquise, mon sentiment, c'est que le marché du particulier, il n'est pas prêt. Et donc, je parle sur de l'assurance, hein, le marché de l'assurance est trop compliqué aujourd'hui à retourner avec nos ressources. Pour autant, aujourd'hui, les clients, enfin nos clients chez Aresa, donc nos clients industriels, en fait, ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont compris qu'il fallait le faire. Ils ont compris que c'est un élément pour attirer les talents. Ils ont compris ce que nous, on a compris. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être différenciant, il faut essayer de faire mieux que les autres, il faut essayer de se parler. Entre nos clients, on n'est pas des ennemis. Un client fournisseur, on n'est pas ennemis. Faut qu'on avance ensemble. Et donc, on se dit, en fait, on va revenir sur le métier sur le monde du professionnel et de l'entreprise. Et sur ce monde-là, on va tirer profit de cette expérience-là pour les faire progresser et voilà. Et alors, je révèle quelque chose, mais on prépare quelque chose sur ce sujet-là où on mélangera toujours du digital. Veut vraiment, parce qu'on pense pour démultiplier, il faut du digital. Aujourd'hui, sur un produit, encore une fois, on est sur de l'assurance, hein, pour le démultiplier, il faut du digital et on est en train de préparer quelque chose qu'on aimerait déployer cet été ou à la rentrée. Mais alors, par contre, ça va être sur le monde du pro, quoi. D'accord. Bon, suspense, hein. Ouais.
Tu Ouais. fais un peu de teasing et puis peut-être lors d'un prochain Voix de pionnier, qui sait, Ouais, c'est ça, mais on c'est aura ton témoignage. voilà, ce qu'il faut vraiment se dire derrière, c'est que bah, on essaye, on se relève, on apprend, et derrière, une chose est sûre, c'est qu'il faut changer, quoi. Merci, merci. Si je puis me permettre, Stéphanie, à ce sujet-là, je trouve que votre expérience, elle est aussi, elle rebondit, enfin, elle fait écho avec d'autres expériences d'entreprises qui ont transformé leur modèle et qui n'ont pas réussi tout de suite et ont finalement tiré les enseignements pour rebondir encore mieux. Je voudrais citer par exemple Flexing, qui est devenu l'imprimerie partagée. Quand on écoute le témoignage de Julien, il a rencontré les mêmes difficultés que vous, c'est-à-dire vraiment des valeurs et une envie très forte, avec une proposition innovante et différenciante, mais tellement différenciante que ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, il en a tiré les enseignements pour faire évoluer son offre. Et aujourd'hui, ben, on voit que c'est beaucoup plus impactant et ça fonctionne bien mieux. Donc, je vous souhaite le meilleur sur cette deuxième version de Je suis reco, parce que franchement, on le voit quand même assez souvent. Parce que bah, au départ, on pense que ça va fonctionner comme ça, mais on apprend en fait en expérimentant, pas simplement Ouais, mais c'est en clair. couchant sur le papier, quoi. Donc Ouais. forcément, ça va aller mieux maintenant. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage, Isabelle. Merci La Isabelle. parole est à toi, Sébastien, pour la synthèse. Merci Stéphanie. Donc, je partage mon écran. Hop. Je propose juste un truc parce que je me suis amusé Oui, j'ai regardé les participants pendant la conf et bah, c'est bien, on a perdu personne et donc ça veut dire que j'ai réussi sur un produit aussi compliqué enfin aussi pénible, on va dire que l'assurance de vous captiver entre guillemets pendant 1 heure et demie. Donc voilà, ça prouve qu'il y a une conscience qui s'éveille et je vous invite à passer à l'action. on dira à la fin où est-ce qu'on signe. Je suis Donc voilà. reco.com, hein, vous pouvez y aller. De toute façon, les garanties continueront. Quand Claire Areza va reprendre les choses en direct. Et donc là, on va reprendre tous les clients, donc n'hésitez pas. Très bien. Donc, pour conclure rapidement, donc effectivement, pour parler d'abord d'Areza et de ce qui avait pu être mis en place dans cette société Areza, donc il y avait vraiment cet enjeu d'avoir voilà, une société de courtage en assurance qui est délibérément et complètement tournée vers l'accompagnement du client, avec vraiment le client qui est placé au cœur de la proposition de valeur, d'abord. Donc, voilà, donc une stratégie d'accompagnement, vraiment de se dire, nos clients professionnels, le but, c'est de les accompagner dans leur vie économique, dans la gestion de leurs sinistres et pour limiter les risques au maximum. Et ici, pour les plus fidèles d'entre vous, ça nous rappellera aussi un petit peu le témoignage de Reliance l'année dernière, qui avait aussi déplacé son curseur pour aller encore plus en amont dans la prévention des sinistres et l'accompagnement à la gestion des risques, ce qui en fait déplace aussi complètement le métier. Et donc ces stratégies d'accompagnement tournées vers la prévention, ça amène à une proposition de valeur qui est centrée vraiment sur le besoin réel du client, poursuivre son activité en toute sérénité, et ce qui amène Areza à ne plus parler d'assurance, puisque, voilà, comme vous disiez, on œuvre en coopération avec le client au métier de son activité et à la réalisation de ses projets. Donc, on entre aussi en co-construction de cette offre-là autour d'une visée commune. Ça a été mentionné également. Euh, alors, tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est aussi une transformation radicale en interne de l'organisation du travail, avec un changement à la fois sur la posture, mais aussi sur les compétences, sur la manière de s'organiser, de travailler, euh, puisque voilà, l'innovation et le côté très différenciant d'Areza, c'est que chaque collaborateur ou collaboratrice gère la totalité de son client à chaque fois. On raisonne pas par métier, mais par client, ce qui amène du coup les salariés à devenir des conseillers experts euh, et, euh, et ce qui les produit, ce qui les pousse à être beaucoup plus pertinents et à développer la confiance avec les clients, tout en augmentant aussi la hausse du sens et du bien-être généré au travail. Mais encore une fois, ça se fait pas tout seul, ça passe et c'est passé et ça passe toujours par un investissement important dans ce qu'on appelle
dans l'EFC les ressources immatérielles. Alors d'abord avec un gros travail sur les questions de confiance, d'abord envers les collaborateurs et les collaboratrices par leur mise en autonomie, mais aussi entre chaque collaborateur et collaboratrice et leurs clients, avec des développements de liens de confiance très forts qui renforcent aussi la pertinence auprès du client. Cette confiance-là, elle passe aussi par de la montée en compétences et du coup un accent mis sur la formation dans la gestion 360 d'un seul et même client et dans la mise en autonomie des collaborateurs et collaboratrices, tout en travaillant aussi sur la santé. On a parlé des différentes mesures qui avaient pu être mises en place dans le Covid, mais aussi des questions d'adaptation des horaires, d'intégration des salariés dans la stratégie RSE de l'entreprise, etc., etc. Et ce qui amène en fait à développer la pertinence avec un travail important sur la posture aussi pour augmenter la pertinence des accompagnements. Et enfin, du coup, sur la partie ARESA, on a un accompagnement avec des effets utiles aussi pour les assureurs, un accompagnement des assureurs dans le déploiement de leur stratégie RSE pour à la fois les challenger avec un plan de progrès ou également les mettre en relation avec des clients d'ARESA qui seraient directement liés à l'économie circulaire et qui pourraient justement les aider dans le déploiement de ces stratégies, et aussi par l'amélioration de la performance économique si on passe, par exemple, à des produits reconditionnés. Et tout ça, en fait, voilà, a été en partie développé et mis en place par aussi une prise de conscience de sa valeur créée et de ses éléments différenciants à la suite d'un parcours EFC mené par le club EFC Grand Est. Euh, et cette prise de valeur différenciante, cette prise de conscience aussi des liens de coopération et des liens de confiance qui avaient été développés, de toute cette richesse qui a pu être créée par les liens de confiance avec les clients, ça a amené aussi progressivement à mener donc le projet Je suis Reco, projet qui est directement ancré dans une dynamique de coopération avec des clients professionnels de l'économie circulaire qui, en développant ces liens de confiance, bah, ça a créé aussi une opportunité de proposer des produits et matériaux reconditionnés aux particuliers. Euh, et donc une offre qui s'est d'abord co-construite progressivement, d'abord avec le réseau en vie, puis avec des assureurs volontaires, voilà, et ce qui a amené en fait à créer un écosystème d'acteurs qui ne se parlaient pas du tout avant, mais qui avaient une pertinence à travailler ensemble. Et ça génère du coup des effets utiles multiples, un reste à charge très faible en cas de sinistre pour les clients, une meilleure performance économique pour l'assureur par des coûts réduits, tout en restant quand même au service du client par ces enjeux de franchise et d'engagement direct auprès du client. Et enfin aussi des bénéfices environnementaux par l'utilisation de produits employés. Et ce qui amène voilà, ces enjeux de comment on peut aujourd'hui transformer chaque indemnisation en une opportunité éco-responsable sans jamais mettre de côté le confort de vie et le pouvoir d'achat du client. Voilà, Merci Sébastien pour cette synthèse. Et je veux bien que tu passes à la slide suivante, comme ça je bien peux sûr. avancer les actus et clore la session. Voilà, donc le prochain rendez-vous aura lieu le 17 mai pour cause de ponts multiples en mai. Donc le prochain Voix de pionnier, ce sera Ambiance Flamme qui sera témoin avec Terre de FC, voilà, Terre de FC. Les Angers activités. Technopole. TR2FC Angers Technopole. C'est Angers Technopole. Ok, pardon. Voilà. Non, pas de souci. Un J'ai groupe qui est mal, implanté, pas de souci, j'ai qui est implanté à Angers. ok. Voilà, pas de souci. Qui fabrique et qui distribue des poêles à bois et des poêles à pellets. Voilà. Et ça sera le témoignage de Olivier Croix. Voilà, encore un Olivier, mais sur un autre sujet. Très bien, merci pour la précision. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur YouTube et sur Arte Radio. Et on a aussi quelques actus du réseau à vous présenter. Donc, le 10 avril, un webinaire de présentation d'un parcours de transformation PME. Alors, vous avez à chaque fois les QR codes si vous voulez flasher et vous retrouver les informations. Le 29 avril, relocaliser l'industrie par les services. Donc là, c'est Terre EFC d'Occitanie cette fois-ci, en visio. Le 30 avril, à Toulouse, rendez-vous en terre durable sur le CSRD. Et le 28 mai, 26 juin et 18 septembre, des journées découvertes EFC à Paris, donc avec Terre de FC Île-de-France.
Et encore un autre temps à noter dans vos agendas, les 10 et 11 octobre à Orléans, donc organisé par NECOE, auront lieu les universités de l'EFC. Donc ce sont 2 jours autour de témoignages, d'inspiration sur le sujet de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et du coup, c'est tout ce qu'on avait à vous annoncer. Donc, je vous remercie pour votre attention, votre présence, votre participation.